L'invité écho, Jean Lémarie. Bonsoir à tous, je vous emmène dans l'espace ce soir. Vous savez que Thomas Pesquet est à bord de la Station spatiale internationale. On en parle beaucoup, mais d'autres événements se déroulent en ce moment au-dessus de nos têtes, notamment du côté de la Chine ou au-dessus de la Chine, puisque Pékin vient d'envoyer le premier élément de ce qu'il a baptisé son palais céleste, c'est-à-dire sa propre station spatiale. Bonsoir François Chopard. Bonsoir. Fondateur de Starburst, premier incubateur de start-up, notamment pour l'espace. Est-ce que la Chine, pour le dire très simplement, peut venir concurrencer les Américains et la NASA ? La Chine, c'est un vrai sujet, hein. Alors, c'est le premier module de leur station, mais c'est déjà la troisième station qu'ils envoient dans l'espace, hein. Il y en a une qui avait eu quelques soucis, mais c'est un concurrent très sérieux. Ils sont déjà sur la face cachée de la Lune, là où les Américains étaient il y a une quarantaine d'années, et où ils essaient d'y retourner. La Chine est le véritable concurrent américain dans l'espace. Mais ça veut dire qu'on aura, si le projet actuel chinois va à son terme, deux stations spatiales qui se feront face, pas juste à côté l'une de l'autre, l'ISS et la station chinoise. Alors, Est-ce que c'est le même genre de projet ? C'est des projets très similaires, mais la vision ultime dans l'espace, hein, c'est non pas une ou deux stations spatiales, hein, c'est des dizaines ou des centaines, hein. Bezos vise, lui, sur à peu près 10 000 personnes dans l'espace. Le patron d'Amazon. À horizon une dizaine ou une quinzaine d'années. On a une start-up américaine qui a commandé une station spatiale auprès de Thales Alenia Space, donc un fabricant européen. Et donc, l'habitat dans l'espace, c'est vraiment quelque chose sur lequel tout le monde travaille aujourd'hui. Mais je reste sur la Chine. Que cherchent les Chinois avec ce palais céleste dont ils ont fait beaucoup de publicité ces derniers jours ? Il y a vraiment un sujet de domination, hein. La Terre devient assez fermée, et donc la conquête spatiale, la conquête de la Lune, de tous les minerais qu'on pourrait y trouver, ou des gaz, on appelle le mining des astéroïdes, hein, pareil, c'est pas la Lune, mais des astéroïdes dans notre galaxie. Il y a un enjeu sur voilà, celui qui mettra le premier pied sur la Lune et qui en demandera la souveraineté. Mais est-ce que c'est plus un enjeu politique, stratégique, économique ? Qu'est-ce qui l'emporte là, dans ce qui se joue en ce moment ? Alors aujourd'hui, c'est un enjeu scientifique, hein. Demain, avec justement Mais pour les Chinois aussi, c'est un enjeu scientifique ? Alors c'est un enjeu scientifique, c'est un enjeu de dominance mondiale quelque part, hein, parce qu'ils viennent contester les Américains qui avaient battu les Russes lors de la première guerre froide. On s'apparente quasiment à une deuxième guerre froide ou une deuxième conquête spatiale. Le budget militaire américain augmente de manière significative ces dernières années du fait de la pression chinoise. Les Américains prévoient que la Chine arriverait à leur niveau d'ici 2025-2026. Donc c'est un sujet très très sensible et très sérieux du côté de Washington et du Pentagone. Est-ce que les deux puissances mettent des moyens équivalents dans cette nouvelle bataille spatiale, hein, pour poursuivre ce que vous nous dites ? Alors les Américains sont toujours en avance, mais les budgets sont dans des ordres de grandeur similaires, hein. Les États-Unis, entre la NASA et la Space Force, investissent à peu près 60 milliards de dollars tous les ans. Les Chinois en sont proches. À titre indicatif, l'Europe investit 10 milliards par an. Et on va parler de l'Europe dans un instant. Je reste aux États-Unis aussi, puisqu'on parle des États-Unis. Là aussi, des événements majeurs, on est presque en train de s'y habituer, mais SpaceX, la société d'Elon Musk, vient de faire la démonstration qu'elle pouvait organiser maintenant des allers-retours pour des astronautes entre la Terre et l'espace. Elle sait faire. Qu'est-ce que ça change, ça ? Alors, jusqu'à maintenant, depuis que les Américains ont arrêté leur navette spatiale, ils dépendaient depuis à peu près 10 ans de Soyouz et des Russes. Donc ça veut dire que les Américains sont devenus complètement indépendants et autonomes par rapport aux Russes. Ça leur donne, d'un point de vue diplomatique et politique, une beaucoup plus grande marge de manœuvre, et ça réassoit leur hégémonie et leur dominance dans le domaine du spatial. Mais le fait que ce soit un acteur privé, au service des États-Unis aussi et de la grandeur américaine, mais un acteur privé, est-ce que ça change la donne ? Alors, la NASA a évolué, hein, depuis une vingtaine d'années, et oui, privé, ça veut dire que pour la NASA, ça lui coûte beaucoup moins cher qu'auparavant. Ils sont toujours en concurrence avec Boeing et Lockheed Martin, qui sont aussi des acteurs privés, mais voilà, plus intégrés dans la chaîne classique américaine. L'ancienne génération. Et donc, et d'ailleurs, Elon Musk et SpaceX viennent de gagner un nouveau contrat de la part de la NASA pour organiser
l'atterrissage sur la Lune et le fait d'emmener des astronautes américains sur la Lune. Quand Elon Musk dit qu'il veut, au-delà des astronautes, emmener des humains sur la Lune ou même sur Mars, quel est le but? Est-ce qu'on est toujours dans l'idée de ces grandes missions scientifiques ou est-ce que l'idée c'est aussi de faire du tourisme, d'installer peut-être vraiment des habitants sur la Lune? Qu'est-ce que c'est? Ben, Est-ce que c'est un but plus commercial aussi? c'est le but sur lequel Elon communique le plus, hein, c'est le fait d'avoir... Ça, vous l'appelez Elon, vous? Elon Musk, ouais. Vous êtes proche, hein? Mais c'est que, voilà, il souhaite que l'espèce humaine soit une espèce multiplanétaire, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver à la Terre, d'une part, ou enlever ce qui pollue la Terre et puis aller le mettre ailleurs. Et donc, il veut aller jusque-là, il rêve loin. En attendant, vous rêvez côté français, côté européen, François Chopard, puisque vous pilotez ce programme qui s'appelle BLAST, avec aussi des partenariats publics-privés. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Quelle carte voulez-vous jouer en Europe et en France en particulier? Nous, on est un accélérateur et un incubateur mondial, hein, c'est-à-dire qu'on est présent en France, mais on est aussi présent dans d'autres pays. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un écosystème de start-up spatiales en France fort. On a 5-6 startups qui ont commencé à émerger, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va pouvoir retrouver aux États-Unis ou ne serait-ce que chez nos amis allemands. Et donc, on veut créer plus de startups. On s'est effectivement associé à l'ONERA, qui est le laboratoire aéronautique français, à l'École Polytechnique, qui forme des scientifiques et des entrepreneurs. On est financé par la BPI. Donc, oui, c'est s'associer avec les acteurs publics et nous, sociétés privées, pour créer beaucoup plus de startups dans un domaine où, historiquement, la France est plutôt leader. Et on veut créer les pépites, les SpaceX et les autres startups. C'est possible, ça, un jour, un SpaceX français? Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Donc on veut essayer. François Chopard, merci, le fondateur de Starburst, invité écho de France Info ce soir.